Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet et Yehuda Manito, on est avec Georges Spira et on va se concentrer toujours sur les Juifs de Pologne. Et tu veux parler de la situation économique des Juifs en Pologne jusque dans les années début du 18e, je crois, jusqu'à 1700 et quelques. Oui, bravo. Bechavod. Merci, Johan. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, quand même une bonne annonce ce soir. Au-delà de ces personnages détestables que nous renvoyons avec grand plaisir, c'est le mariage d'une petite fille de Maxime et Daniel Schiff. Donc, on leur dit un grand Mazel Tov et ça nous fait vraiment plaisir pour eux. C'est des bonnes nouvelles. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, on avait survolé un peu la situation politique et économique en Pologne, qui ne nous concerne pas immédiatement, sauf qu'il y a les conséquences derrière. Donc, je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu. C'est la naissance au XVIIIe siècle. On se situe donc après les massacres de Chmielniki. Et après 20 années de guerre en Pologne entre 1648 et 1668, on a reconstaté la naissance d'un anti-judaïsme pillard et occasionnel qui devient un fait de la société polonaise. C'était le fait des armées qui ont traversé la Pologne. Ça devient un fait de société, ce qui explique les 2 siècles tout à fait catastrophiques de la vie juive en Pologne. On a pris des exemples comme le général Czarnecki, initiateur de 2 pogroms, mais d'un autre côté, bienfaiteur des Juifs dans la ville qui lui appartient, la ville de Ratno. Parce que les choses ne sont pas univoques, elles ne sont pas uniques. Les situations est très, très complexes et mouvantes. En 1656, le roi interdit aux soldats de maltraiter les Juifs. Protection royale, donc. Et en 1656 aussi, il y a des pogroms étudiants à Cracovie, les Juifs étant accusés d'avoir trahi la Pologne en aidant les Suédois, ce qui est évidemment totalement faux. L'Église, notre Sainte Église, attise évidemment cet anti-judaïsme, et on en a une illustration par l'affaire de Mattatya Kalaora, ce pharmacien italien d'origine qui est brûlé vif en Pologne pour avoir soi-disant blasphémé sur la Vierge. Le roi condamne les responsables de cette exécution, un certain nombre d'entre eux en tout cas, puisqu'il y a eu des émeutes qui ont suivi et les meneurs sont arrêtés et condamnés. Il y a énormément d'ordres royaux pour empêcher les pogroms. Et il y a même des condamnations nombreuses de magistrats pour leur participation au pogrom ou pour les avoir incités. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas claires. Il y a d'un côté la population, la populace, on va dire, sans aucun mépris dans ma bouche. Il y a les manias, les grands propriétaires terriens. Il y a l'Église et il y a le roi. Or, le roi, en général, a protégé ses juifs. Ces 20 ans de guerre passés, le roi Casimir démissionne. Je vais raconter qu'il était devenu curé dans une paroisse à Paris. Mais la Pologne sort exsangue. Le territoire a été amputé de 25% de sa surface. Il reste quand même quelque chose comme 700 000 km² comparé à la France d'aujourd'hui qui fait un peu plus de 500 000 km². Vous voyez que c'est un très grand pays. Et la population a diminué de 30%. Quant aux exploitations agricoles, il reste 40% des exploitations qui existaient avant les guerres. Donc 60% des exploitations ont été détruites. Les villes sont en ruine. La moyenne noblesse, ça c'est très important, est déclassée. Et évidemment, il faut trouver des responsables. Eh bien, les responsables sont tous trouvés. Ce sont bien entendu les juifs et les protestants. Il y a un nouveau roi qui s'appelle Sobieski, qui est élu en 1674. Il est marié à une Française. Lui, il réussit à faire la paix avec la Turquie et il protège les Juifs. Mais en parallèle, les manias, ces grands propriétaires, vendent leur soutien aux plus offrants, que ce soit les Suédois ou que ce soit n'importe qui, pourvu ils soient bien payés. Ça en fait une classe d'aristocrates les plus riches d'Europe. Dans un pays exsangue, c'est quand même assez surprenant de voir la richesse de ces manias. Puis il y a une révolte paysanne
à cause de la pauvreté en 1768, on a sauté un petit peu, révolte paysanne aidée par les Cosaques qui se traduit par un massacre de milliers de personnes à Ouman, juifs et nobles, les deux. Et nous arrivons au partage. Le premier partage de la Pologne date de 1771, c'est-à-dire les pays environnants se prennent les dépouilles de la Pologne. Pas tout encore, ce sera pour un peu plus tard. Cependant, l'économie d'export se redresse alors que l'économie intérieure est totalement ruinée. Alors ça, ce sont deux choses différentes. Là aussi, ce sont des classes sociales qui se développent à l'export, alors que les classes pauvres sont totalement ruinées à l'intérieur du pays. Nous avons parlé des physiocrates, ce principe économique qui veut de laisser l'économie se développer selon la nature, qu'on appellerait en termes modernes de l'hyper-libéralisme, c'est-à-dire une liberté totale, débridée, de faire du commerce et des échanges. Évidemment, on retrouvera un enrichissement chez les plus puissants et un appauvrissement chez les plus pauvres. Alors, les manias, quand même, ils ont beaucoup d'argent, mais ils en font quelque chose. Et ils créent toutes sortes de manufactures pendant la première moitié du XVIIIe siècle, des scieries, des distilleries, des industries textiles, de la métallurgie. Sauf que pour faire tourner ces usines, il faut des ouvriers. Et les Polonais ne sont absolument pas compétents. Donc on importe des ouvriers français, suisses et italiens. La situation en 1771, c'est que 80% des villages appartiennent à la noblesse. Le reste appartient au roi ou à l'Église. La petite noblesse est déclassée et le clergé lui aussi est attaqué puisqu'il se trouve en obligation de payer un impôt et il ne peut recevoir plus que des legs très limités. Et les juifs dans tout ça. Voilà, ça c'était la situation. Alors, je voudrais quand même vous dire encore quelque chose à propos de la situation. C'est l'organisation administrative de la Pologne. Elle est départagée en voïvodie, c'est-à-dire des régions, des grandes régions. Et ces régions elles-mêmes sont subdivisées en starosta, c'est-à-dire une ville avec ses environs. C'est une organisation administrative. Le problème en Pologne, c'était le problème, si vous voulez, en France aussi, avant le XVIe siècle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi unique à travers le pays. C'est que plus ou moins chaque voïvode régit sa région un peu comme il l'entend. Le voïvode, c'est très souvent un magnat d'ailleurs. Alors évidemment, il y a des lois supra-voïvodies qui régissent tout le pays, mais qui sont plus ou moins appliquées. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous allons parler tout à l'heure de la situation des Juifs. Eh bien, elle sera très différente selon la voïvodie où ils se trouvent. Et c'est important, il n'y a pas une loi unique à travers tout le pays. Alors, je reviens aux Juifs et je vous avais rapporté la dernière fois un certain nombre de rapports de voyage d'un Français, de Livoniens, d'Anglais, qui ont voyagé en Pologne et qui ont rapporté la situation des Juifs. Je vous rappelle des noms, Vautrin, Schulz, et je vous avais lu pas mal d'extraits de ces rapports de voyage que nous avons vus. C'est une destruction vestimentaire, également un constat sur le nombre très élevé de Juifs, avec une mention, les Juifs ont une situation exceptionnelle grâce aux privilèges accordés par le roi. On a rapporté également que leur fonction la plus visible était d'être aubergistes. C'est pas parce que les Juifs aiment vendre de l'alcool, mais parce qu'ils sont les mieux à même de rapporter de l'argent aux magnats ou même à l'Église ou au roi au travers des auberges. Ils sont les plus habiles dans ce type de commerce. C'est donc l'intérêt des nobles de voir les Juifs aubergistes. En gros, ils afferment les auberges à hauteur de 10% du chiffre d'affaires. Voilà. Puis nous avons eu une description des auberges pas très sympathique, évidemment,
Mais quand même, aussi, le constat que le sort des Juifs n'est pas très enviable. Ils reçoivent des coups, ils reçoivent notamment quand il y a un problème avec un pont, enfin, ils sont extrêmement précaires. Et ils sont libres, d'un autre côté, d'exercer tous les métiers. Ils tiennent le commerce, d'après Boisgelin de Kerdou, en 1796. On va voir ce que ça veut dire tenir le commerce tout à l'heure. Alors, on a Wraxall en anglais qui constate que les Juifs de Varsovie vivent dans l'insécurité. Et pour s'en sortir, la seule solution, c'est la conversion au christianisme, sauf que les Juifs s'y refusent catégoriquement. Et Schulz, un Allemand, dit que si les Juifs résistent aussi bien, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus instruits que le reste de la population. Ben ça, c'est une chose intéressante parce que c'est un constat réel et tout ce qui est raconté à peu près est à peu près juste, hein, avec des nuances. On a toujours dans ces descriptions une petite pointe antisémite, une petite pointe d'antijudaïsme. Évidemment, leur situation n'est pas drôle, mais au fond, ils n'ont pas tout à fait volé quand même, hein, c'est un peu justifié. Ça sous-tend tous ces rapports. Mais on est au XVIIIe siècle, et l'antijudaïsme, il est très répandu, notamment l'antijudaïsme chrétien. On avait vu aussi quelques chiffres, la démographie, et ça c'est important, en 1647, avant Chmielnicki, il y a 350 000 juifs en Pologne, à peu près. On n'a pas de chiffre exact. 20 ans plus tard, ils sont plus que 150 000. Alors, il y en a 200 000 qui ont disparu. 130 à 140 000 à peu près par les massacres de Chmielnicki, les autres par les pogroms des armées qui dévastent la Pologne. Donc ça fait une grosse perte. 1676, 150 000 juifs. Un siècle plus tard, 1764, même un petit peu moins, on en trouve 587 660. C'est une explosion. Et en 1791, encore 30 ans plus tard, c'est-à-dire 120 ans à peu près après 1676, il y a environ 900 000 juifs en Pologne qui représentent 10% de la population. Donc un chiffre très important, une explosion démographique de cette population. Un autre chiffre qui était important, c'est que en 1676, 6,5% de la population juive vit à la campagne et 20 ans plus tard, ce chiffre passe à 27,5%. Une explosion de migration des villes vers les campagnes. C'est là que va naître le système du shtetl. C'est à cette époque-là. Le village, avec le quartier juif, ou même tout le village qui est juif, ça date de cette époque-là, fin du XVIIe siècle. En conclusion, on avait vu qu'il y a une forte démographie, une forte ruralisation, une paupérisation terrible en fin de XVIIIe siècle, une situation qui va perdurer jusqu'à la Shoah. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on va parler dans la suite de ça, après avoir vu la situation de la Pologne, la situation juridique et économique des Juifs en Pologne. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Il est inutile de retenir les détails. Ce que je veux essayer de vous faire toucher du doigt, c'est que selon que vous habitiez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, dans telle voïvodie ou telle autre, la situation est complètement différente. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, cette situation, elle est caractérisée par le fait que les Juifs sont véritablement les objets d'une lutte d'influence. Oh, c'est une balle de ping-pong entre les manias, la diète, l'Église, la diète c'est le Parlement, l'Église et le roi. Ça, c'est ce qui sous-tend toute notre histoire en Pologne fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc, lutte d'influence entre le roi et les différentes factions au pouvoir, je vous l'ai déjà dit, mania, diète, église. Autre chose, l'essor démographique dont on vient de parler et la répartition des juifs, les deux éléments sont à examiner à l'aune de la part des juifs de Pologne et de Lituanie dans l'économie
du pays. C'est ça le problème, c'est qu'ils vont bouger, changer de profession au gré des besoins de l'économie polonaise et selon ce qu'on leur donne comme droit ou qu'on leur enlève comme prérogative. Voilà. Ça, ce sont les deux choses importantes. Alors, l'essor démographique et économique est en partie dû clairement à la protection royale. Et ça, c'est quelque chose que très souvent on oublie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, c'est que les Juifs sont protégés par les rois en Pologne. Et ça, c'est quand même très étonnant. On connaît tout l'antisémitisme polonais, etc. Oui, mais les rois les protègent. À peu près, pas tout le temps de la même façon, mais à peu près. Par exemple, le roi Michel Korybut Wisniewski, excusez-moi pour la prononciation, est un peu difficile, confirme dès 1669 tous les privilèges des Juifs et les augmente. Avoir des privilèges, c'est-à-dire des droits. Et il confirme les privilèges qui sont très anciens et il les augmente en plus. Pareil pour Jean Sobieski, un roi dont on parlera tout à l'heure encore une fois. Jean Sobieski, il est marié avec une Française, il monte sur le trône. Et je vous rappelle aussi que les rois polonais ne sont pas rois par héritage, ils sont rois par vote. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le fils du roi précédent qui va monter sur le trône. C'est un postulat. On va avoir des rois saxons, par exemple, qui vont régner pendant environ 70 ans au tournant du 19e siècle en Pologne. Donc, ils sont élus. Alors là, il y en a un, Jean Sobieski, qui leur accorde des moratoires sur les dettes et qui punit les actions anti-juives. Cette histoire de moratoire et de dette, on en parlera encore. Vous savez qu'un moratoire, c'est une facilité de remboursement. Ça peut aussi être une annulation de dette. En l'occurrence, là, il s'agit de facilité de remboursement. Les Juifs ont des dettes, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Et donc, il punit les actions anti-juives et il oblige des villes à signer des accords avec la communauté juive. Donc voilà un roi qui s'oppose à la demande de villes ou de magnats, de façon très claire. En 1676, par exemple, Cracovie se voit interdire de lever des impôts spécifiques sur les Juifs et doit les autoriser à commercer en ville. Alors, ils n'ont pas le droit d'habiter encore, mais ils ont le droit de commercer en ville. Et c'est le roi qui leur impose. Et interdiction de leur appliquer des impôts spécifiques. Il y a les impôts de capitation comme tous les Polonais, et pas plus. Alors, des politiques qui sont parfois maintenues également au XVIIIe siècle. En 1712, le roi Auguste II décrète des mesures de protection pour les Juifs de Sandomierz. Sandomierz. Alors pourquoi? Parce qu'on les accuse de crimes rituels. Et il interdit qu'on les expulse de la ville. Alors, vous voyez déjà l'illustration de ce que je vous ai dit avant. Il y a une loi pour Cracovie, il y a une loi pour Sandomierz. On va en voir d'autres. Il y en aura pour Varsovie, il y en aura pour Lublin, pour toutes les grandes villes. Les lois sont différentes et adaptées à une situation ponctuelle. Les rois saxons, dont je vous ai parlé avant, 1697-1763, donc à peu près 70 ans de règne, ont en priorité aidé les Juifs étrangers. Ah ben, ce n'est pas tellement étonnant, hein, vu leur origine. Entre autres, deux personnes, Oppenheimer et Lehmann, vous entendez les noms, ce pas des noms polonais, ce sont des noms allemands. Or, ces deux Juifs avaient soutenu les rois saxons pour les élections. Et donc, ils leur renvoient la politesse. En 1720, Auguste II confirme les privilèges de 1669 qui avaient été accordés aux Juifs de Lituanie. Ah, la Lituanie, c'est la même chose que la Pologne. Les deux pays sont joints, mais c'est une autre région, une autre voïvodie. Et quels sont ces privilèges? Il leur accorde la liberté de commerce et la franchise d'impôts urbains. Là, c'est intéressant. Beaucoup de gens sont obligés de payer des impôts locaux, pas les Juifs. Vous voyez que ce n'est pas si évident que ça, l'antisémitisme polonais. Évidemment qu'il est là, évidemment qu'il va faire toute l'histoire.
mais une histoire très chaotique. À Brest-Litovsk, en 1759, si je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la peine de retenir tous les détails, vous comprenez pourquoi. C'est compliqué. C'est une image que je vais vous donner, un état des lieux. Voilà. C'est ça ce qu'il faut retenir. Brest-Litovsk, en 1759, les Juifs ont le droit de posséder des maisons et de vendre de l'alcool. Même situation à Vitebsk. Sous le règne de Stanislas Poniatowski, j'ai cherché, je ne sais pas s'il est en relation familiale avec Michel Poniatowski, qui était ministre en France, mais je peux un peu m'imaginer. Donc, le règne de Stanislas Poniatowski, qui dure de 1764 à 1795 en Lituanie, donc une trentaine d'années, les Juifs ont le droit d'affermer les domaines. Alors, ils avaient le droit dans le temps, ça a été interdit, puis ils ont de nouveau le droit d'affermer les domaines. Vous savez ce que c'est? C'est la gestion d'un domaine, on promet, on s'engage à verser aux nobles un certain montant qui est fixé, et le reste est pour la poche de celui qui la ferme. Seulement, il y a des oppositions. Ah, et là, le roi est obligé de limiter un peu ses mesures, et surtout, il est obligé d'interdire aux Juifs de tenir des auberges et des commerces de l'alimentation. Alors, ce sera un temps comme ça, ce ne sera pas toujours, mais ça va durer un moment de cette façon-là. Un peu plus tard, fin du XVIIe siècle, sous le règne de Jean Sobieski, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'autorité des Juifs est l'enjeu de lutte d'influence entre le pouvoir royal et la diète. C'est un véritable bras de fer entre le roi et le Parlement. Le Parlement qui veut limiter les pouvoirs des Juifs, le roi qui veut les augmenter. Et là, on va voir se dessiner une modification progressive de la situation des Juifs. En fait, les décisions sur les privilèges des Juifs passent progressivement aux mains de la diète. Ce n'est plus le roi qui va décider, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de pouvoir. Mais globalement, les propositions de loi et les décisions glissent progressivement. Tout se fait doucement entre les mains de la diète. Et après 1768, la diète ne reconnaît plus que les privilèges accordés aux Juifs qu'elle-même a accordés. C'est-à-dire que si un roi ou un potentat local donne des privilèges au-delà des privilèges accordés par la diète, ces privilèges ne sont pas reconnus. Donc là, il y a un changement de situation pour les Juifs. Mais en même temps, rappelle la diète, les bourgeois sont obligés à un strict respect des privilèges dont bénéficiaient les Juifs auparavant. Donc voilà, pas question d'augmenter, on reconnaît que leurs anciens privilèges, mais ceux-là doivent être respectés, strictement. Faute de quoi, il y a des sanctions contre les bourgeois. Et ce qu'on appelle les bourgeois, c'est tout ce qui n'est pas noble. Vous avez les magnats et les nobles, l'Église, la paysannerie et les bourgeois. C'est la classe sociale intermédiaire qui souvent souffre aussi. Ce sont des commerçants, ce sont des magistrats, ce sont des hommes de loi aussi, et qui se situent entre les deux. Et on va avoir beaucoup de problèmes avec les bourgeois. Donc, les bourgeois sont tenus au strict respect des accords passés avec les Juifs, lesquels reçoivent le statut d'incolla. Incolla. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, et c'est intéressant, on ne leur reconnaît pas la nationalité polonaise, mais le droit pour un étranger de résider en étant doté de droits. Donc, un étranger autorisé à résider et bénéficiant d'un certain nombre de privilèges. Pas au sens des avantages par rapport aux autres, des droits, tout simplement des droits. Donc les Juifs ne sont pas reconnus comme des citoyens polonais. Ça, c'est important à noter, et ça se situe au XVIIIe. Voilà. Alors, cela dit, le roi s'est quand même pas retiré de la gestion des Juifs. Sous Poniatowski, dont je vous ai parlé avant, 1764-1795, il y a une nette accélération de l'activité royale
concernant les affaires financières et l'activité économique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, c'est tout simplement que les rois, par définition, en général, sont plutôt des gens de dolce vita. Alors, ils vont gérer leur politique, etc. Et voilà que les rois, avec Poniatowski, commencent à s'intéresser sérieusement à leurs affaires financières et économiques. Et donc, à partir de là, la Diète ne contrôle plus autant les Juifs, mais essaye de limiter le poids du roi dans les affaires des Juifs, sans pour autant y parvenir. Vous voyez qu'on est là constamment dans des bras de fer entre le roi, la Diète, les manias, l'Église, etc. La Diète perd un peu de contrôle sur les Juifs, même pas mal, mais essaie de limiter le poids du roi sur les Juifs. C'est un bras de fer permanent. Ce sont donc des tensions politiques extrêmement violentes. Et là-dedans, nos pauvres Juifs, c'est une balle de ping-pong. Voilà, tout simplement. Alors, cette lutte pour le contrôle des Juifs ne date pas de la politique pro-juive de Stanislas Auguste. Dès 1720, on remonte un peu avant, le synode de Lowix exige que, je cite, les Juifs soient traduits devant les tribunaux ecclésiastiques, car les interdits ecclésiastiques ne sont pas observés. Alors ça, c'est assez intéressant. L'Église accuse les tribunaux civils, si on peut dire, de ne pas respecter les principes de l'Église dans l'application de la loi. Donc, ils exigent que les Juifs soient jugés devant des tribunaux ecclésiastiques. Je vous dis tout de suite, ça ne passe pas. On le réclame, mais ça ne passe pas. En 1733, au synode de Plock, on déplore, et je cite de nouveau, que les Juifs soient devenus les égaux des chrétiens. Ah oui, ça c'est absolument anormal. Qu'un homme soit l'égal d'un autre homme. Ah oui. En plus, un Juif égal d'un chrétien, c'est inimaginable. C'est voilà l'antisémitisme dans toute sa splendeur. Et en 1740, l'évêque de Kujawi-Grabowski proclame que, je cite de nouveau, le commerce ne fleurira pas en Pologne tant que les privilèges des Juifs ne seront pas limités. Il a tout faux, ce bonhomme. C'est grâce aux Juifs que le commerce se développe, mais évidemment, il y a des jalousies. Beaucoup des problèmes qu'on va rencontrer sont évidemment des problèmes économiques, des problèmes de jalousie devant les réussites. On va voir que les réussites des Juifs, ce n'est pas si brillant que ça, mais on imagine que, on imagine. Au XVIIIe siècle, 70% des Juifs vivent dans les villes, nous l'avons vu tout à l'heure. La proportion de Juifs dans les campagnes a passé de 6 à 28% à peu près. Donc 70% des Juifs vivent dans les villes. Quelle est leur activité? 15% sont aubergistes, 38% sont dans le commerce, 30% sont artisans, et dans ces 30%, les 2 tiers s'occupent de peau et de textile, et l'artisanat, ça couvre beaucoup de choses. 2 à 3% sont dans les transports, et le reste est dans différentes activités diverses et variées. À la campagne, 80% des Juifs sont aubergistes. C'est énorme, énorme. Alors, aubergiste, c'est vraiment une fonction sociale essentielle en Pologne. C'est bien pour ça qu'on parle de chou comme un Polonais, parce qu'ils allaient boire. Voilà. Manière d'oublier ces malheurs. En Russie, on boit pas mal aussi. Voilà. Alors, pourquoi aubergiste? Nous le verrons encore une fois. Alors, de ces chiffres, il ressort que le contrôle des activités économiques dans les villes est un souci pour le roi et pour les propriétaires de villes privées, ce qui représente quand même 73% exactement des villes. Pourquoi un souci? Parce que ce commerce, il est concentré en grande partie dans des mains juives. Évidemment, il y a un problème de perte de revenus possible pour les propriétaires. Alors, les privilèges accordés par les villes privées, je vous rappelle qu'en Pologne, beaucoup de villes appartiennent à des manias. Il y a même eu une période au XVIe siècle où des Juifs étaient propriétaires de villages entiers. Propriétaires de villages entiers.
Donc, il y a eu des Juifs extrêmement riches. On va encore en retrouver ce soir. Donc, les privilèges accordés par les propriétaires des villes privées ne sont pas forcément favorables aux Juifs. Par exemple, à Zamoshk a été terriblement appauvri par les guerres et également par les épidémies. Les bourgeois craignent le commerce, la concurrence des nombreux Juifs, évidemment, hein, toujours. Alors, ces Juifs sont venus s'y installer parce qu'ils ont fui souvent les campagnes. Il y a des mouvements dans les deux sens, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui caractérise cette période, c'est la mobilité sociale et géographique. Et à Zamość, il y a une véritable explosion de petits commerces et de petits marchands et de petits artisans. Quand je dis petits, ce n'est pas sans raison. Ce sont des gens qui travaillent dur pour pas grand-chose, pour vraiment pas grand-chose. Certaines villes dans la voïvodie de Lublin ont le droit de ne pas admettre de juifs depuis le XVIe siècle. Voilà. Les juifs ne sont pas acceptés dans certaines villes de la voïvodie. Alors, les juifs qui ont enfreint cette interdiction sont souvent expulsés vers Tarnogorod et Volvonica. Ceci au XVIIIe siècle. Ça, c'est la voïvodie de Lublin. Maintenant, Lublin, même en 1780, oblige ces Juifs à quitter le centre-ville pour s'installer dans un ghetto, chose qui n'existait presque pas avant. On est à la fin du XVIIIe siècle, 1780, donc très très tard. Alors pourquoi? Parce que les bourgeois, cette classe moyenne, se sentent menacés. Et pourquoi ils se sentent menacés? Parce que les Juifs occupent un tiers des maisons de Lublin, un tiers, c'est beaucoup, et la moitié de celles de Chelm, avec une moyenne de 7 personnes par appartement. Alors, d'un côté la moitié, d'un côté un tiers des appartements occupés par des familles de minimum d'une moyenne de 7 personnes, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, évidemment, on va les sortir un petit peu et on va les parquer dans un ghetto. Ils tiennent une part importante de l'artisanat. Nous sommes toujours dans la voïvodie de Lublin, tailleurs, fourreurs, chapeliers. Mais nous allons voir d'autres régions où ils n'ont pas le droit d'être tailleurs. Et pour ça, il n'y a pas une seule loi. Elle est mouvante selon les régions, selon les intérêts. Donc, ils tiennent une part importante de l'artisanat, du commerce, surtout alimentaire, et des débits de boissons, protégés notamment par le représentant du roi qu'on appelle un starost. Alors, ce représentant du roi, c'est un personnage très sympathique qui a le droit de nommer les rabbins et puis qui tire de grands profits de la protection qu'il accorde aux Juifs. Donc vous voyez très bien ce qui se passe. Ils sont effectivement protégés par un représentant du roi, moyennant de très gros pots de vin, pour que ce monsieur ferme les yeux sur les lois qui devraient être appliquées ou non. Alors nous avons un autre cas, une ville très importante que vous connaissez bien, c'est Varsovie. Varsovie, c'est différent. Les Juifs ont le droit d'habiter en Mazovie, c'est la voïvodie de Varsovie, la région, la grande région, mais pas à Varsovie, ceci depuis 1768. Et il y a un système de billets de séjour qui leur permet de rentrer en ville. C'est évidemment un impôt déguisé. Cela dit, avec l'aide des manias et également du roi, les Juifs se sont installés dans des enclaves juridiques proches de Varsovie. Donc, ils n'habitent pas Varsovie même, mais grâce à la protection des manias, pourquoi les manias les protègent? Et le roi, nous verrons ça tout à l'heure, c'est évidemment une histoire d'argent. Alors, ils ont le droit de s'établir dans quelques enclaves juridiques périphériques, telles que la Nouvelle-Jérusalem, qui existe encore aujourd'hui. C'est une décision d'Auguste Sulkowski en 1774. Si vous ne retenez pas les noms de tous les manias, ce n'est pas très grave non plus. Alors,
la petite Jérusalem, c'est quoi? C'est un petit village, mais complètement accolé. C'est une banlieue de Varsovie et où on retrouve énormément de juifs. Alors, les bourgeois intentent un procès, mais ils sont déboutés. Ah, ils perdent le procès. Bien. Et ils sont contraints de renoncer au monopole sur certains métiers. Ça, c'est important. Voilà que les manias et le roi dépossèdent les bourgeois chrétiens de certains privilèges. Vous imaginez bien que ça leur fait très plaisir et la conséquence, ce seront des tensions assez vives avec les Juifs de Varsovie ou de la périphérie de Varsovie. On retrouve la même situation dans le faubourg de Praga. C'est un faubourg de Varsovie. Aujourd'hui, c'est le quartier branché de Varsovie. À l'époque, ce n'était pas tellement branché, hein. C'était le quartier juif, un des quartiers juifs de Varsovie, où il y a également des tensions extrêmement vives, parce que Praga devient un centre commercial juif extrêmement important et extrêmement dynamique. Ben oui, on n'a pas de chance, on est un peu plus intelligent souvent que les gens qui nous en veulent, et puis ça pose des problèmes de jalousie, c'est clair. Seulement, les Juifs, ils sont incorrigibles. Bon, très bien, petite Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, pardon, Praga, oui, même nous, on veut habiter à Varsovie. Pourquoi à côté? Ils veulent résider dans la ville même et ils effectuent un très grand don, pas grand, c'est pas rien, hein, 180 000 zlotys au bénéfice de l'armée en 1789. 1789, vous connaissez bien cette date. Voilà où on en est en Pologne, alors qu'en France, on est en train de faire la révolution. Bien. Et le magistrat, vous voyez qu'on est dans des bras de fer, c'est une demande de roi, c'est une demande des manias. Le magistrat fait repousser l'accord du roi. On est véritablement, ce sont des rois pas très puissants, assez faibles. Et il arrive à faire repousser la décision du roi de permettre à les Juifs d'habiter dans Varsovie. Alors d'autres propositions sont également rejetées et il y a énormément de manifestations anti-juives. Ça va se calmer cette histoire-là en 1794. Et pourtant, les Juifs sont nombreux à Varsovie. Ça, c'est surprenant. Vous savez, j'ai fait il y a 8 jours, j'ai fait un petit exposé sur l'histoire des Juifs de Paris au XVIIIe siècle, alors qu'ils étaient interdits de séjour. Et pourtant, il y a plein de Juifs à Paris, et ils ont même un cimetière. Voilà, ce sont les incohérences de l'administration. Il y a de nombreux Juifs à Varsovie. Au recensement de 1765, apparaissent 2519 Juifs à Varsovie, dont 1204 à Praga, les autres étant à Varsovie même. Ceci pour une population de 30 000 habitants. En 1792, 30 ans plus tard, on compte 6 750 Juifs à Varsovie pour 81 000 habitants, c'est-à-dire 8,3% de la population. C'est une proportion très importante. Alors d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de très loin. Il y en a qui viennent de Lituanie, de Russie, de Prusse, de Silésie, le sud de la Pologne, de Hollande, d'Angleterre et même de Turquie. Alors voilà. Pourquoi? Parce que quand même, à l'étranger, la Pologne est réputée pour être une terre d'asile pour les Juifs, malgré les difficultés qu'on voit. Mais le roi protège les Juifs, à peu près. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, beaucoup d'entre eux sont en recherche d'emploi aussi, cherchent du travail. 25% d'entre eux sont dans le commerce, on parle là de Varsovie. Et le crédit, le commerce et le crédit. D'ailleurs, 35% des employés de Varsovie sont employés dans ces secteurs du commerce et du crédit. Donc, ça représente 25% des volumes d'affaires, mais 35% de l'emploi. Alors, on fait commerce de tout, de bétail, de sel, de fourrure, de métaux, d'argent. Et ces Juifs, certains d'entre eux en tout cas, ont des relations commerciales
avec la Hollande, avec Moscou, avec l'Angleterre et les grandes foires allemandes. Alors évidemment, ce sont les puissances de ces juifs, les plus puissants d'entre eux, qui arrivent à poser des jalons et des relations à l'étranger, jusque dans les grandes foires allemandes comme Francfort ou Leipzig. C'est dire que c'est un commerce d'ampleur. À ceci se rajoutent 500 artisans en 1792, dont 200 tailleurs qui ne travaillent que pour l'armée. Voilà. Alors, la part des Juifs dans le commerce et l'artisanat provoque évidemment des luttes entre les corporations chrétiennes et les artisans juifs. On est toujours dans ce registre de l'argent et de la jalousie. Alors, d'autant plus de luttes que le marché intérieur est détérioré. Il n'est pas bon. Donc, chacun veut sa part du gâteau, et le gâteau, il est petit. Donc, les parts sont très petites également. Dans le territoire royal de Pologne, là, on est vers le sud de la Pologne, les Juifs sont accusés de ruiner le commerce. Et faute de limitation générale des droits des Juifs, les corporations de Zamość entament, fin du XVIIe siècle, une série de procès individuels. Ça, c'est intéressant, l'histoire du procès individuel, parce qu'un procès, ça coûte de l'argent. Si on attaque en groupe, c'est un peu plus facile à supporter. Là, on essaye de perturber le travail des Juifs en les attaquant individuellement. On a un système un petit peu similaire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans actuellement. Bon, puis je reste là-dessus. Vous n'avez qu'à réfléchir. En 1683, les tailleurs chrétiens se retrouvent devant le tribunal et accusent les Juifs de malhonnêteté. Il faut des preuves quand même. Bon, ça ne sert à pas grand-chose. Pareil en 1694 contre les cabaretiers juifs, les tenants de cabaret. Ce n'est pas les Folies Bergères, hein, je vous rappelle. Cabaret, c'est une chambre hein, où on boit et on mange. En 1713, les Juifs sont interdits de vente au détail à Poznan. On peut faire du gros, mais pas du détail. Les marchands de Poznan font front commun avec les marchands de Varsovie, de Piotrków et de Kalisz pour faire barrage au commerce des Juifs. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est une lutte permanente. 18e, fin du 17e, 18e siècle. À Lublin, il y a un essai d'expulser les Juifs de la ville, suite à une action des bourgeois. Mais bon, ils sont déboutés. Le statu quo est maintenu pour 16 ans, jusqu'en 1720. Puis la répression va reprendre entre 1740 et 1760, jusqu'à arriver à l'expulsion des Juifs, à l'exception des plus riches et les mieux protégés. Toujours dans une histoire d'argent, les plus riches, ça peut quand même servir. Les autres, dehors, expulsés de Lublin. Il faut quand même vous rendre compte ce que ça veut dire quand on est expulsé d'une ville, on perd son toit, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qu'on va travailler, on ne sait pas où on va loger, on a des enfants. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, une expulsion. C'est lourd. Donc, chaque expulsion se traduit évidemment par un certain nombre de drames. À Cracovie, alors à Cracovie, la situation est un peu différente parce qu'on a une communauté qui a tellement de dissensions internes qu'elle est considérablement affaiblie. Et oui, il faut bien qu'on se bagarre entre nous, on est des experts dans ce domaine-là. Et alors, elle est affaiblie par ces dissensions internes et également par la peste. Ce sont les mêmes luttes pour garder une part de commerce et de droit de vivre. En 1722, il y a une accusation contre les Juifs de ruiner le commerce, encore une fois. En 1740, on tourne tout dans la même période, hein, c'est un petit peu fastidieux, mais ce sont des images. Les chrétiens envoient une pétition au roi pour appliquer les règlements qui étaient en vigueur au Moyen Âge. On veut revenir 4 siècles en arrière, vous vous rendez compte quand même, et ces règlements du Moyen Âge limitaient
les communautés juives au quartier de Kazimierz. Voilà. Après beaucoup d'efforts de la ville, qui veut limiter ça, la présence des Juifs, les magasins juifs sont fermés en 1744, puis réouverts en 1745 suite à une ordonnance royale, et la lutte continue au tribunal jusqu'en 1761. Donc une quinzaine d'années d'une précarité absolue où les Juifs ne savent pas s'ils pourront rester, ils devront partir, peuvent recommencer leur business ou pas. En 1761, les chrétiens vont saccager les magasins juifs en ville et ce sera la fin provisoire de la présence juive dans cette ville. Le voïvode Branicki, en patron, rétablit les Juifs dans leurs droits pour une seule raison, parce que leur contribution fiscale est quand même très intéressante. Oui, mais on avait vu tout à l'heure que le roi, il avait dit pas de contribution fiscale exceptionnelle pour les Juifs, mais ça dépend où on est, dans quelle région. Là, oui, les contributions fiscales sont possibles. Et la lutte continue. Et en 1789, encore une fois, la ville demande le retour aux lois du Moyen Âge, ce qu'elle n'obtiendra pas d'ailleurs. Dans les villes de Russie et de Lituanie, les bourgeois également s'opposent à l'activité des marchands juifs et à leur protection par les nobles. Les bourgeois, c'est cette classe intermédiaire qui a du mal. Donc, ils s'opposent évidemment à la protection dont bénéficient les juifs par les nobles. À Lvov, les luttes sont extrêmement dures pour, contre l'activité d'exportation pratiquée par les Juifs. Également contre la vente de tissus au détail. Alors, c'est intéressant de voir que pourquoi juste le tissu au détail? Ben, il faut supposer que pas mal de bourgeois de la ville s'étaient spécialisés dans la vente de tissus, les Juifs sont venus là-dessus et ont mené une concurrence très dure. Donc voilà les deux domaines dans lesquels on lutte très durement contre les Juifs. À Vilno, c'est Vilna, 1712, les Juifs sont interdits, ça c'est nouveau, les Juifs sont interdits de travailler les jours de fête chrétienne, excepté les aubergistes. Ah oui, ça, pour picoler, il faut toujours être ouvert. Mais ils n'ont plus le droit de travailler les jours de fête chrétienne. Et il est interdit aux Juifs d'employer des chrétiens ou de travailler pour les chrétiens. C'est notamment le cas des tailleurs. Leur clientèle, elle n'est pas seulement juive, elle est partout. On leur a interdit de travailler pour des chrétiens et d'avoir du personnel chrétien. Ça nous fait remonter au XIe siècle en Europe. C'est un vrai saut en arrière. Et pourtant, les Juifs sont vus par les bourgeois comme les ennemis de l'intérieur. Au fil du temps, encore une fois, c'est un processus lent, progressif, mais permanent. La remise en question permanente des droits des artisans et du commerce juif va s'amplifier. C'est progressivement, petit à petit, qu'on va essayer d'extraire les juifs de la société polonaise. Par petites touches, progressivement. On ne peut pas y aller de front parce que le roi s'y oppose. Donc on va y aller par petites touches. Et les ostraciser et les mettre finalement au banc de la société. Il y aura de plus en plus de procès qui perturbent l'activité économique et ne permettent pas aux Juifs de prospérer. C'est vrai, quand un Juif est en procès, ben, il faut qu'il s'y rende. On a même une situation analogue aujourd'hui ici, où malgré tous les problèmes qu'il a, on a un Premier ministre qui est obligé de se rendre au tribunal 3 fois par semaine. Ben, c'est pareil, quand ils sont au tribunal, ils ne sont pas au travail. Et les procès coûtent cher, il faut des avocats. Et donc, une grande partie de ce qu'ils gagnent passe en défense et en procédure, ce qui fait qu'ils n'arrivent à rien, ils n'arrivent pas à rebondir. Ils sont commerçants, ils sont artisans, mais extrêmement pauvres. Ce sont des noms ronflants, mais qui cachent une précarité et une misère terrible. Pas seulement, il y a aussi des gens qui réussissent bien, évidemment, mais en gros, ça ne leur permet pas de prospérer.
Par exemple, et ça c'est un cas extrême, mais il est intéressant. Joseph Israelovitch de Zamość. Il a la ferme, des moulins, des auberges, des brasseries et des étangs. Ces affermages, il les a hérités de son père. C'est un homme extrêmement riche, évidemment, vous voyez tout ce qu'il a fait là, qui dispose d'une maison en propre dans les faubourgs de Janov, et il est nommé par le roi Vishnov-Vieki en 1669 facteur du roi. Qu'est-ce que c'est que le facteur du roi? Eh bien, c'est un agent économique du roi qui est doté d'un certain nombre de privilèges, c'est-à-dire qu'il va gérer les biens personnels du roi, ce qui lui donnera évidemment un certain nombre de possibilités. Et il va gagner tellement d'argent qu'il va installer une imprimerie grâce à un privilège, donc grâce à un droit que lui accorde le roi, avec le monopole de l'impression des livres juifs pour la Pologne et la Lituanie. C'est donc un marché énorme. Donc ce monsieur va encore s'enrichir. Ben, figurez-vous que non, parce que l'investissement est considérable pour ces machines à imprimer. Mais la conjoncture est mauvaise. Les Juifs n'ont pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, et donc ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas acheter de bouquins. C'est cher, les livres. Donc, pour arriver à redresser sa situation financière, je vous rappelle, c'est un homme qui a des moyens. Il demande en 1671 un autre privilège au roi. On n'a pas de précision sur lequel que c'est, enfin un autre droit d'exploitation, et ça se révélera insuffisant, ce qui va l'amener à être obligé de vendre tous ses biens immobiliers. Donc on voit un homme qui part de très haut et qui, en raison d'une conjoncture économique désastreuse, finit par se casser la figure, surtout que là-dessus se greffe un autre problème. Il n'y a pas à l'époque de chèque, d'envoi d'argent par bit ou tout ce que vous voulez. L'argent circule en monnaie sonnante et trébuchante d'une main à l'autre. Et il y a très peu de circulation d'argent. Le volume de circulation de l'argent dans la deuxième moitié du XVIIe siècle a baissé de 40% par rapport au volume qui circulait à la première moitié du XVIIe siècle. Or, si l'argent ne circule pas, le commerce ne peut pas fleurir. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Quand je parle d'argent qui circule, on avait par exemple à Paris, je l'avais raconté, c'est une parenthèse, des Juifs qui venaient d'Alsace, qui avaient un droit de venir à Paris pour affaires. C'était quoi leurs affaires? C'était se faire payer des fournitures de foin, de paille et de chevaux pour l'armée française qui avaient été fournies 4-5 ans auparavant et qui n'étaient toujours pas payées, faute de circulation de l'argent. Donc il fallait venir sur place pour chercher ces sous. Et là, il n'y a pas d'argent. Ça ne circule pas. Et donc le commerce ne peut pas se développer. Voilà. C'est la deuxième raison de la chute de ce monsieur. Un autre exemple. En 1683, Marcin Zaimoyski, ça c'est un Polonais, il est propriétaire de l'ordination des Zamoyski. Qu'est-ce que c'est que l'ordination? C'est tout simplement la gestion de territoires latifundiaires, vous vous rappelez, ces immenses territoires agricoles, pas très bien entretenus, pas très bien exploités. Et par contre, ces territoires ne sont pas soumis aux lois polonaises. On y fait ce qu'on veut. Et les propriétaires des manias font dans ces territoires ce qu'ils veulent. Alors, ce Marcin Zamoyski, il est de cette famille, il passe par-dessus la tête de tout le monde, des bourgeois, des juifs, de tout le monde, et il traite directement avec un juif qui s'appelle Zelman Israelovitch d'Amsterdam. C'est quand même pas la porte à côté. Et ceci par-dessus la tête des bourgeois de Zamość. Une très grosse affaire, puisque Zalman lui doit 8000 zlotys. Alors, il veut les payer, c'est pas un problème de malhonnêteté. On doit cet argent parce qu'il ne circule pas, il faut se déplacer pour l'amener. On ne fait pas ses voyages tous les 3 jours. Voilà. Donc, le montant de la dette de Zalman est important et prouve qu'il y a un commerce très important qui se développe.
mais à l'export. Il y a plusieurs marchands juifs de Zamość qui seront arrêtés en 1691 lors de la foire de Wrocław, pour une dette de 12 120 thalers. Thaler, c'est une monnaie allemande. Et pourquoi une dette? Eh ben, parce que les affaires vont pas bien. Alors, on a des dettes. Et là, pour le coup, à Zamość, il n'y a pas de moratoire. Donc, on les arrête. Ceux qui le deviendront, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas trouvé. Et pire que ça, la communauté juive de Zamość ne peut même plus payer ses impôts sans avoir recours à l'emprunt. C'est dire le niveau de misère de ces communautés. Je sais beaucoup parlé, ils sont des commerçants, ils tiennent un commerce de misère. Ils tiennent un commerce de malheur. Alors c'est vrai qu'ils tiennent, mais ils tiennent rien. Ils tiennent pas grand-chose. Il n'y a rien. Ou très très peu en tout cas. Et pourtant, malgré tout, les Juifs auront un rôle financier important dans cette Pologne du XVIIIe. Ils seront regroupés en conseil des communautés et ça leur permet de prêter de l'argent aux nobles et à l'Église en 1750. Donc ça, c'est le fait quand même de quelques gros commerçants euh, quelques gros commerçants qui ont de l'argent et qui sont en mesure de prêter. Ces prêts sont dangereux, hein, sont des prêts à des nobles et à l'Église. En 1750, la communauté de Poznan a un crédit de 403 000 zlotys. C'est une somme considérable. Celle de Leszno a un crédit de 535 000 zlotys, c'est-à-dire des sommes absolument considérables qui ont été thésaurisées petit à petit et qui sont prêtées à l'Église ou à des nobles. On évalue en 1764 sur tout le territoire la dette de l'Église à l'égard des Juifs à 1,5 million de zlotys et celle des nobles à 1 million de zlotys. Vous me voyez arriver avec des gros sabots là, ça pourrait être très intéressant d'éliminer les Juifs pour n'avoir plus de dettes à payer, évidemment. Ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer, mais le risque est considérable. Ces prêts, au-delà de l'économie, ont assuré autre chose. Alors, il y a cette tentation. D'un autre côté, les nobles protègent les Juifs. Ces immenses prêts sont également une protection. Peuvent être en danger, mais peuvent être une protection parce que les nobles ont besoin des Juifs pour avoir de l'argent. Et donc, on n'a pas intérêt à leur faire trop de mal parce qu'on veut retrouver de l'argent. Alors, ils bénéficient d'une certaine protection de la noblesse contre notamment les demandes d'éviction des bourgeois lors des diètes. Il y en a eu pas mal, hein. Il y a eu 6 ou 7 demandes d'éviction entre 1740 et 1760. Les magnats ont fait de Leszno et de Brody des centres tout à fait prospères où on peut trouver le crédit des Juifs. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'espérais finir, mais j'y arrive pas. C'est compliqué, mais ce sont des images, des photos de ce qui se passe. Une misère, une richesse, des bras de force, des bras de fer, des lignes de force entre l'économie, l'Église et les Juifs. C'est très compliqué et c'est surtout pas la même chose partout. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Quand même, encore un tout petit point, si vous voulez bien. La deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc passé 1750, les Juifs vont se retirer progressivement des activités de prêt. Parce qu'ils ne veulent plus? Alors, pas du tout. Parce qu'ils ne sont plus en état de prêter. Ils n'ont plus assez d'argent, même pas de payer leurs propres dettes. Et il y a un chiffre intéressant à cet égard. Au début du XVIIIe siècle, on accordait
une moyenne de 1,7 moratoire par an, c'est-à-dire 1,7 accords d'étalement des dettes. À la fin du XVIIIe siècle, en l'espace de 70 ans à peu près, on passe à 14 moratoires par an. Ça montre une dévalorisation, démonétisation de la communauté juive extrêmement importante. Alors, et pourtant, ils ont prêté tellement d'argent. Eh oui, mais s'ils ne le récupèrent pas, si le noble ou l'Église demandent eux aussi des moratoires, eh bien, la situation est bloquée. Et c'est un peu ce qui se passe. Voilà. Là, on va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra ça dans 15 jours. J'espérais terminer ce chapitre, mais j'essaie de vous l'expliquer un petit peu. C'est compliqué, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Mais on terminera ça la prochaine fois et on commencera un chapitre un peu chatouilleux. C'est la modification, le changement dans la vie religieuse en Pologne au XVIIIe siècle. Voilà, voilà. Si vous avez des Merci questions, beaucoup. à votre disposition. Merci beaucoup, Georges. C'était passionnant. Vous pouvez ouvrir les micros, chers amis. Tout le monde a été très civilisé, très digne, personne n'a rien dit. Oui, moi, je voudrais poser une question, Georges. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que les Juifs étaient organisés entre eux au plan économique, par exemple? Est-ce qu'il y avait des guildes? Ça va venir. Ça va venir fin du 18e. On va en parler la prochaine fois. Absolument. Question un peu pareille. Est-ce que les Juifs avaient une représentation face à ces mesures? Une représentation auprès de qui? J'ai pas compris, Dina. Auprès de qui? Je n'entends pas. Une représentation chez qui? Rallumez le micro. J'ai coupé les micros, mais c'était pas. Non, voilà. Je demande si les Juifs avaient une représentation comme de la communauté juive avait une représentation face à ces mesures, c'est-à-dire une façon de se défendre ou de. Oui, il y avait notamment la diète. Alors, pas des représentants élus, mais des délégués de la juiverie pour défendre leur position. Il y avait aussi des délégués auprès du roi. Et puis, il y avait des rapports personnels avec les manias. C'est complexe parce que ce n'est pas vraiment codifié. C'est pas vraiment codifié. Et c'est différent selon les régions. Par contre, ce que demandait Brigitte tout à l'heure, oui, les Juifs vont s'organiser en syndicats ou en groupe de pression professionnel. Et ça, ce sera important. Mais oui, il y a clairement, ils sont consultés. Ils ont des délégués, des représentants, des syndics, ce qu'on appelait des syndics dans d'autres régions, qui représentent la juiverie, notamment auprès de la diète. Lydia, vous avez une question? Lydia? Non, je voulais juste excuser Paula qui est malade. Tu lui transmettras? D'accord. Ah, on lui enverra. Ça marche. Je lui enverrai Bonne santé pour elle. Merci. C'est pas grave. Non, une deuxième grippe. D'accord. Encore une question, Georges, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que Zamos, que vous avez beaucoup évoqué, Zamos, Oui. je suis passée là-bas une fois, enfin, on a fait un tioul, et est-ce que vous savez si c'est vrai que c'était une communauté qui était sfarade, où il y avait beaucoup de sfarades? Une partie, oui. Une partie des Zamoch, oui. C'est vrai? Oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cité dans la population qui s'est installée à Varsovie, on trouve des Juifs qui viennent de Turquie. Ah, J'avais raconté la fois d'avant l'histoire de ce médecin qui était italien, qui était séfarade, et qui a malheureusement mal fini. Oui, bien sûr. Oui, il y avait. À Odessa aussi. On retrouvait beaucoup de Sfardim à Odessa. Il y a une circulation des gens. Et quand on parlera des changements religieux en Pologne, on va revenir, je ne vais pas raconter l'histoire de Chaptaïchi, mais on va voir les conséquences. Et là aussi, il y a des échanges, des mélanges, etc.
Ou c'est compliqué, un petit peu. C'est compliqué. Ben, si c'était simple, ce ne serait pas intéressant. C'est vrai. Merci Georges, beaucoup. est-ce que tu peux redire un mot sur la Nouvelle Jérusalem? J'ai pas. La C'était dans les. Nouvelle-Jérusalem, c'était un quartier périphérique. C'était un petit village accolé à Varsovie Oui. et où les Juifs ont obtenu le droit d'habiter. Et qui fait partie Donc ça, aujourd'hui. Je crois que ça s'appelle encore la Nouvelle-Jérusalem aujourd'hui. Mais je ne connais pas Varsovie. Moi, je ne me balade pas tellement dans ces pays. la rue principale de Varsovie, la grande artère s'appelle Jérusalem, Ah ben la alors, c'est rue ça. principale. Alors, c'est ça. Mais, En bout, mais au, donc, au bout de cette artère. ok. Et quoi? Donc c'est un quartier qui est né par des Juifs, c'est des Juifs qui l'ont construit, si c'est là ce Ils n'ont nom pas construit, ou c'était une périphérie. surnom? Après, ils l'ont développé, ils ont construit des maisons, bien sûr. Mais c'est une périphérie Ok. où on leur a permis d'habiter. De même que Praga. Ok. Praga, qui est aujourd'hui, je l'ai dit, un quartier bobo de Varsovie. Ok. Merci. Oui, c'est juste que tu dis, j'avais lu quelque part que ce quartier était au bout de l'avenue de Jérusalem, ou la rue de Jérusalem à Varsovie. Ouais. Ok. Toda raba. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.